Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui dans cette émission, on va parler d'innovation, de mutation technologique. Alors dans un premier temps, ce sera avec vous, Grégoire Lemonnier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur des ressources humaines de Smart France et vous êtes en fait à l'aube d'un changement d'activité. On en parlera tout à l'heure ensemble. Michael Weber, bonjour. Bonjour. Alors vous, l'innovation, la mutation technologique, vous l'avez vécu en fait il y a 5 ans déjà. C'était avec l'implantation d'éoliennes sur votre commune. Et ben, on essayera de dresser ensemble un bilan. Et puis Sandrine est là aussi. Bonjour Sandrine. Salut. Alors ensemble, nous on fera le point sur les réactions de nos internautes et puis aussi sur les sorties à faire ce week-end. Tout à fait. Mais d'abord, on fait le tour de l'actu du secteur. C'est bien sûr dans notre 60 secondes. Certains voulaient construire un nouveau bâtiment, d'autres conserver la mairie d'origine. Finalement, les deux ont été conciliés. Wölflin a peu de patrimoine, détruire la mairie et son clocheton aurait été mal accepté. Les travaux ont débuté et le clocheton a fait l'objet d'un mode opératoire très précis pour son démontage. L'arrivée originale en grande pompe du nouveau curé à Grosse-Blie. Un grand moment pour la communauté de paroisse Saint-Gabriel. Les maires de Grosse-Blie, de Lixin et de Roulin ont remis les clés des 3 églises paroissiales à l'abbé Didier Nierengarten. L'intronisation a été célébrée par l'archiprêtre Jean-Luc Jost. Noël avant l'heure pour les 150 licenciés du FC Beau Soleil Sarreguemines. Un nouveau revêtement synthétique est en train d'être posé au stade du Hagwald. Ce chantier porté par la municipalité devrait se terminer début octobre. Le coût des travaux s'élève à 850 000 € TTC. La région Grand Est apporte 200 000 €. D'autres contributeurs sont attendus. Ce sera sans doute l'image du jour sur Mosaïque. En haut d'une éolienne à Wölflin, la vue est à couper le souffle. Jean Birkel, notre journaliste, n'allait pas manquer ça. Il a suivi Franck Pau pour réaliser une interview au perché. Une fierté, Mosaïque fait partie du patrimoine local et ouvre ses portes samedi. Les journées du patrimoine regorgent d'initiatives pour faire connaître les richesses du territoire. L'Office de tourisme a sélectionné Mosaïque. Nous sommes heureux de vous faire découvrir les coulisses de notre 30 minutes. Rendez-vous samedi à 10 h. Côté météo, Sandrine, ce matin, il pleuvait encore. Explique-nous, est-ce que l'alerte orange a été levée aujourd'hui? Alors écoute, moi j'ai fait le tour de Météo France et visiblement j'ai pas revu d'alerte, donc je pense qu'on est sorti de l'alerte orange, mais c'est pas pour autant qu'il y a de l'amélioration. Je vous en dis plus dans la météo. On regarde la météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, Météo France nous propose des averses pour changer. Les nuages bien présents en matinée se font plus menaçants au fil de la journée. Ils occasionnent des averses qui prennent parfois une tournure orageuse dans l'après-midi. Le vent devrait se calmer un peu, seules quelques rafales pourront accompagner certaines averses. Le thermomètre continue d'afficher des valeurs nettement inférieures au normal, 6 à 9 degrés au minimum et 13 à 15 degrés au maximum. Demain, nous sommes le vendredi 15 septembre et nous fêtons les Rolands. Le soleil nous accompagnera de 7h09 à 19h44. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, les experts de la fermeture. On commence cette émission avec l'une des informations importantes de cette semaine. Et pour une fois, c'est une bonne nouvelle. Je me tourne vers vous, Grégoire Lemonnier. Alors, la nouvelle, elle est tombée en début de semaine. Finalement, Smart renouvelle son activité. Alors, ce changement comporte plusieurs aspects. On va les développer ensemble. D'abord, la transformation du site d'Ambar en centre spécialisé pour les pré-séries et les prototypes Mercedes. Alors, expliquez-nous plus clairement cette activité. En fait, là, il s'agit de nous confier une nouvelle responsabilité, enfin deux nouvelles, on en verra une autre tout à l'heure. Effectivement, le site de Smart Ambar va devenir un centre de production des pré-séries et des prototypes pour tous les véhicules Mercedes-Benz voitures qui sont faits dans le monde entier, dans les usines. Et donc, c'est à nous de les préparer avant qu'ils soient mis sur chaîne de production définitivement. C'est-à-dire que quand il y a un véhicule qui est conçu, projeté, notre centre de développement fait un premier
prototype. Et ensuite, c'est nous, à Smart, où viendra ce prototype et nous, on définira les modalités de production. On fera différents prototypes avant que totalement tout soit décidé pour que ce véhicule soit ensuite mis en chaîne sur les usines de production dans le monde entier. Donc, voilà. Donc ça concerne tous les. C'est une partie de test, si vous voulez, et ces véhicules servent parfois aussi pour les crash tests, pour tout ça avant les homologations. Donc tous ces véhicules seront préparés chez nous avant leur mise en ligne définitive en production. Alors auparavant, cette activité-là, elle était faite par une autre entité ou elle auparavant, était pas faite elle était faite dans nos centres de recherche et développement à Sindelfingen par une société Tech Fabric. Et aujourd'hui, ça va être confié donc aux coéquipiers de Smart à Ambach. Est-ce qu'on sait déjà à partir de quand cette activité-là sera mise en place? Alors on devrait commencer progressivement, on va y aller progressivement d'ici juin 2018. Oh, donc c'est quand même assez rapide, rapide. Finalement. Alors il y a une deuxième activité qui s'ajoute, c'est l'assemblage d'un modèle Mercedes, donc toujours sur le site de Ambach. Alors est-ce qu'on sait déjà quel modèle de Mercedes? Alors, le modèle, non, on ne le connaît pas encore. On est en train de travailler sur le projet. Il faut savoir qu'on a eu ces informations-là, c'est assez récent. On a l'autorisation de travailler sur ces projets. Donc maintenant, on va devoir travailler. Et effectivement, on sait qu'on pourra produire, en plus de la Smart Fortwo, un véhicule Mercedes à l'horizon, je pense, de l'été 2019. D'accord. Alors justement, la Smart Fortwo, elle aussi, elle a un petit changement au niveau de sa production. Elle va passer en fait au tout électrique. Alors là, le choix de passer au tout électrique, c'était un choix nécessaire pour le groupe Daimler ou C'est un choix nécessaire pour le groupe. Déjà, je pense que le contexte mondial, économique et environnemental fait qu'aujourd'hui, l'électrique prend de l'ampleur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'industrie automobile est en pleine mutation. Et donc, du coup, effectivement, c'était nécessaire pour Daimler qui commence par Smart, mais ensuite qui, à l'horizon 2022-2025, prévoit de lancer 50 modèles tout électriques donc, sur le marché automobile. Donc on commence par Smart. Vous savez que Smart, c'est un produit novateur. Déjà, il y a 20 ans, Smart, avec les deux places, c'était révolutionnaire. Même à l'origine du projet, Smart, au tout début, était conçu pour être électrique, mais il y a 20 ans, les moyens technologiques d'aujourd'hui ne le permettaient pas. Et donc, effectivement, à l'horizon fin 2020, Smart Fortwo et toute la Smart sera entièrement électrique. Je pense que ça correspond aussi. J'ai écouté encore la radio ce matin. Beaucoup de villes ferment les véhicules, grandes villes surtout vont fermer les véhicules au diesel, etc. Donc ça répond aussi à cette demande qui va agrandissante et qui développe cette mobilité nécessaire maintenant dans tout le monde entier. Alors tous ces nouveaux projets, ces 3 nouvelles activités, elles ont été en fait initiées par le groupe. C'était prévu, c'était prévisible. Vous, quelle a été votre réaction un peu Prévisible, non. Vous savez, après, on est un grand groupe. On est un contexte économique mondial pas simple, donc on doit tous se battre. Nous, ce qu'on reconnaît chez Smart Embark, qui est reconnu par le groupe, c'est notre compétitivité, notre performance, la qualité de nos voitures, ça c'est important. Et un dernier point qui est très important aussi, qui est reconnu par le groupe, c'est l'engagement de nos coéquipiers, de nos collaborateurs, qui, je vous rappelle, ont signé en 2015 à 97% le pacte 2020, qui consiste à ce qu'on travaille chez Smart 39 heures, payé 37. Et ça, je pense aussi, c'était un signe très fort pour le groupe, de montrer qu'en France, on a une image un peu syndicaliste, on n'est pas très, voilà, on a du mal à faire bouger les choses. Mais là, montrer que les coéquipiers se sont pris en main, ont montré l'exemple, donné de l'avant, se sont engagés. Je pense que nous confier ces nouveaux projets, c'est une manière une récompense, une reconnaissance qu'il faut prendre en compte, et c'est important. Alors, du côté de nos internautes, Sandrine, on a eu aussi des réactions face à cette annonce. Alors, explique-nous un petit peu qu'est-ce qu'on a pu voir sur notre page Facebook. Alors, sur notre page Facebook, on avait partagé l'information des nouvelles orientations de Smart et notamment la présentation des nouveaux véhicules que vous avez présentés au salon de l'auto à Francfort, c'était ça. Et en fait, nos internautes ont réagi essentiellement par rapport au design de cette voiture. Il y a Célia qui nous dit déjà que c'est un sacré projet. Gwendoline la trouve très jolie. Et Sabine nous a fait beaucoup rire, c'est celle que j'ai voulu relever. Elle nous dit « On ne pourra plus se déplacer en pyjama incognito dans cette voiture puisqu'on voit tout à travers les portes. » Et on peut changer de couleur quand on veut tous les jours. C'est vrai? Ah, oui. D'accord. Ah, mais ça, c'était une info qu'on n'avait pas. Voilà, alors, juste qu'on explique un petit peu ce projet-là. C'est un projet qui est encore prototype rapide.
encore un rapidement. prototype, c'est à l'horizon, je pense, 2030. Ça répond aujourd'hui à la problématique 4.0, à toute la connectivité. Vous avez vu, il n'y a plus de volant, elle vous emmène d'un point à un autre, elle vous reconnaît quand vous arrivez via votre téléphone. Voilà, il y a toute une révolution de la technologie qui nécessite encore aussi pas mal d'infrastructures à développer aussi au sein des villes pour que ça fonctionne. Mais je pense qu'à l'horizon 2030, comme on va très très vite, je pense qu'effectivement, ça sera... On aura déjà un petit peu plus... Moi, ce que j'ai relevé, c'est surtout qu'elle clignait des yeux aussi, on pouvait Elle le voir. vous fait un clin d'œil. C'est ça, et moi, ça m'avait un peu perturbé. Ça m'a étonné que les internautes n'aient pas relevé plus ce genre de choses. Bon, en tout cas, ils étaient quand même assez enthousiastes face au projet. Tout à fait. Mais l'annonce a aussi fait réagir d'autres personnes, et notamment Roland Roth, le président de la communauté d'agglomération. Je vous propose de l'écouter. Ce sont de très belles initiatives qui vont se mettre en route. D'abord au niveau de la future vie du véhicule, qui va donc tout doucement se fondre en véhicule électrique à haute valeur technologique. Ensuite, sur le site, nous allons accueillir tous les prototypes qui seront produits par Mercedes à différents niveaux, dans leurs différents modèles, ce qui est également un gage de haute technologie. Donc l'avenir est assuré, je pense, pour un bon bout de temps. Nous allons au-delà encore après, avec le montage d'un véhicule Mercedes sur le site. Donc je crois que la progression ne peut être que positive. Alors ce qui est réjouissant, c'est que on a l'impression que à partir du groupe Mercedes, l'opinion qui se fait sur le site de Hambach est une opinion qui est de plus en plus positive, c'est-à-dire qu'on reconnaît au plus haut lieu, on reconnaît les mérites du travail qui est réalisé par le personnel, par les dirigeants qui régulièrement d'ailleurs défendent notre site, et que la qualité du travail est reconnue au plus haut niveau, ce qui ne peut être que bénéfique pour l'avenir. Voilà, une nouvelle bénéfique pour l'avenir. Alors, quand même, il faut dire qu'on va assister à une mutation complète de l'activité de Smart d'ici quelques mois. Ça sera très rapide. Comment ça va se passer en interne? Comment est-ce qu'on met en place autant de changements? Là, parce que tout à l'heure, ça nécessite donc qu'on mette en place un grand groupe de projets pour travailler sur les différentes façons de faire, et puis des investissements. Et puis ça nécessite aussi de former les collaborateurs. On va avoir des plans de formation parce que ça va être des nouveaux métiers à haute valeur ajoutée. Donc tout ça nécessite effectivement un grand chantier de mise en place. Mais ce sont des projets intéressants. Je pense qu'aujourd'hui, travailler sur 3 types de projets de ce genre, c'est assez riche et c'est des choses qui sont à mettre en place plutôt intéressante. Alors justement, en termes d'investissement financier, de quel ordre est-ce qu'il sera à peu près pour ces 3 projets-là? Je n'ai pas l'enveloppe exacte à vous dire aujourd'hui. On a une vague idée, mais on ne peut pas le dévoiler comme ça. C'est quelque chose de confidentiel. Ça reste confidentiel, mais voilà, vous imaginez que ce sont des sommes, c'est des investissements importants et que ça témoigne encore une fois la confiance du groupe. Tout à fait. Alors, sur le site de Smartville, effectivement, il y a l'usine de Smart, mais tout autour, il y a des prestataires. Comment les prestataires vont faire pour s'adapter à ces nouveaux changements? Est-ce qu'ils vont devoir changer d'activité? Ils vont devoir s'adapter? Quelle a été leur réaction à cette annonce? Leur réaction a été aussi assez positive. Après, ils vont être impliqués également dans les projets. Après, en fonction de l'évolution des projets, en fonction des véhicules qu'on devra recevoir pour les prototypes, en fonction du Mercedes qu'on recevra, on verra comment on travaille aussi avec eux, à quelle mesure on peut les impliquer. Mais l'objectif, c'est d'impliquer tous les coéquipiers Smart et tous les coéquipiers Smartville qui représentent l'ensemble du site, bien évidemment. Donc, il y a encore un gros travail de collaboration. Il y a encore un travail de collaboration mis en place. Là, aujourd'hui, si vous voulez, on a l'autorisation de travailler sur les projets et de les mettre en place. Donc, c'est seulement une annonce. C'est le go et on peut y aller et travailler. Et ça, c'est très important. Alors, on a aussi obtenu la réaction de Céleste Lett, le maire de Sarreguemines, concernant ce changement. On écoute. Bien évidemment, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle pour notre région, c'est surtout une excellente nouvelle pour les salariés de la Smart. Et je crois que c'est aujourd'hui une forme de reconnaissance, d'abord vis-à-vis des salariés, parce que hier,
lors de la négociation, de la discussion, du vote sur le pacte 2020, il y a eu beaucoup de réticences, mais les salariés ont eu le sens de la responsabilité, ils se sont exprimés favorablement à 97%. Et aujourd'hui, c'est un juste retour. C'est le patron aujourd'hui, M. Zetsch, qui effectivement dit aux salariés, écoutez, on va pérenniser le site de Hambach. C'est un retour positif. C'est aussi un retour positif vis-à-vis des élus, vis-à-vis des collectivités qui, depuis le départ, ont manifesté leur soutien à Smart. Et nous continuerons à le faire et je pense qu'un mastodonte comme la Smart, un mastodonte comme la Continental, même si tous les emplois sont importants, mais ces deux mastodontes-là, imaginez qu'un jour l'un des deux cesse son activité, ce serait un drame pour notre région. Alors voilà, Céleste a évoqué le pacte 2020. Concrètement, comment ça va se passer pour les salariés? Qu'est-ce que ça va engendrer pour eux? Est-ce que les emplois vont être conservés? Est-ce qu'on peut imaginer des embauches? Alors les emplois sont conservés, ça j'ai vu tout à l'heure. Imaginer des embauches, je ne peux pas dire oui, mais peut-être, on verra à l'avancement des projets. Mais sur le temps de travail, on maintient bien sûr cet engagement de pacte 2020 qui était, je pense, effectivement une pierre fondatrice pour pouvoir avoir le droit de remporter et travailler sur ces nouveaux projets. Donc il n'y aura surtout pas de remise en question de ce passage aux 39 heures, parce qu'au contraire, c'était voilà, un point important. Non, c'est un point important, c'est ce qui fait la force de Smart aujourd'hui. Je pense que l'objectif, c'est de maintenir le pacte à l'horizon du 20 et pourquoi pas après, peut-être. Voilà. Alors on a vu quelques réactions d'un soutien local. Finalement, ce soutien local, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça a une importance ou c'est plutôt un soutien international dont vous avez besoin? Comment vous le vivez? On a besoin de tous les soutiens. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un monde où il faut se battre. Même aujourd'hui, là, on s'est battu pour ces 3 projets, on les a, mais dans quelques années, je pense qu'on devra aussi reconquérir, se rebattre pour d'autres projets. On est sans arrêt en train de se remettre en cause et on a besoin du soutien de tout le monde. On a besoin du soutien, bien sûr, de notre maison mère, mais aussi du soutien local. Et quand on nous favorise effectivement nos implantations, qu'on peut travailler ensemble avec la région, avec l'État, c'est beaucoup plus facile. Donc non, c'est très important pour nous de travailler avec l'environnement local. C'est en aucun cas un poids sur les épaules? Vous n'avez pas une responsabilité vis-à-vis du secteur, de l'emploi, de la dynamisation du secteur? Si, mais ça fait partie du challenge de tous les chefs d'entreprise. Donc effectivement. Ouais. Alors vous, Michael Weber, vous êtes aussi un élu de la Casques. Vous, quelle est votre réaction face à cette annonce-là et ces changements-là? Je crois que pour un maire de la communauté d'agglomération, c'est d'abord un immense soulagement parce que ça fait, moi j'ai été élu en 95, je me souviens des débuts de la Smart et à chaque renouvellement de modèle, on était toujours inquiet de savoir, est-ce que le site serait pérennisé, est-ce que le modèle allait plaire effectivement à des clients. Et là, je crois qu'effectivement, c'est d'abord, moi ce que j'y vois, c'est l'intégration totale de la Smart dans le groupe encore plus qu'avant, puisque si effectivement les prototypes sont étudiés et faits ici et qu'en plus un modèle devrait sortir de Hambach, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant pour nous. Et puis je crois que c'est aussi la reconnaissance du travail de l'équipe dirigeante, on ne l'a pas dit, mais de Hambach, parce que vous imaginez bien que dans le contexte qui est celui d'un groupe aussi grand, il y a des concurrences légitimes qui se font entre les différents secteurs. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Et je crois que chacun veut pérenniser son site et se dit qu'il a les meilleures chances que, effectivement, de prétendre à cela. Donc la reconnaissance du travail de l'équipe dirigeante et aussi des salariés, parce que sans les collaborateurs, effectivement, rien n'est possible. Et je voudrais rajouter aussi un autre élément qui est important, c'est que les plus anciens collaborateurs ont commencé il y a 20 ans. Oui. Et donc on a aussi une pyramide des âges. Et pour nous, en tant qu'élus local, parce qu'il y a des gens qui habitent nos villages, nos communes, moi je connais des élus qui travaillent à la Smart, pour nous c'est aussi de se dire, on peut se lancer, on peut penser peut-être aussi dans les années à venir à ce renouvellement des salariés, parce que certains ont commencé à 40 ans, voire plus, et ils vont arriver tout doucement vers la retraite. Et donc c'est aussi ça pour nous, c'est un soulagement économique, parce que sans cette économie-là, effectivement, le secteur serait sinistré. C'est un soutien et puis aussi un soulagement pour les populations qui habitent nos communes. Donc moi je suis très satisfait de cette annonce et on sait en effet que dans peut-être 3 ans, on reparlera de la situation. Voilà, tout à fait. Mais ce qu'il faut souligner aussi, vous dites tout à l'heure, c'est que effectivement Smart avait peut-être eu des débuts difficiles, ça a toujours été, mais aussi ça a été la force, je pense, de l'usine, qu'on ne sait pas toujours retracer comme une ligne droite, comme un long fleuve tranquille, qu'on doit sans arrêt remettre en cause. On sait qu'il faut se battre. Je pense qu'après,
on est beaucoup plus réactif, beaucoup plus flexible. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut nous confier de nouveaux projets. Oui, je pense qu'en effet, là, ce qui est important, c'est qu'en réalité, on a toujours été sur un projet qui était innovant, avec un pari qui était difficile, et aucune certitude ni que le projet plaise, ni qu'il puisse être pérennisé. Et vous avez, je crois, su rester dans cette notion d'innovation, peut-être dans l'esprit des premiers modèles et de cette aventure qui a été commencée à l'époque, qui, à mon avis, a aidé à ce que ce site soit retenu aujourd'hui. Et c'est une très bonne chose. Coéquipiers aussi, je pense que c'est leur force aujourd'hui. Tout à fait. Alors justement, là, d'ici le mois d'octobre, l'usine va fêter en fait les 20 ans de son inauguration. Jamais vous auriez imaginé ça il y a 20 ans alors? Non, je ne pense pas. Et dans 20 ans, c'est pas ce qu'on imaginera encore, ce qu'on aura autre chose. Voilà, le monde va de plus en plus vite, les projets vont de plus en plus vite. Je pense que d'ici quelques années, on aura tout à l'heure d'autres projets. Donc il y a 20 ans, non, je pense qu'on n'imaginait pas du tout ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous, en 2014, on avait réalisé un film. C'était à l'occasion de l'anniversaire de l'implantation du site de l'usine. Et c'était donc les 20 ans de l'implantation du site. Je vous propose de regarder le film. Une petite voiture, 2,50 m de long, urbaine, pas chère, environ 70 000 francs, pouvant transporter 2 personnes et 2 caisses de bière. Cette voiture micro-compacte sortira de l'ombre pour être commercialisée début 98. L'histoire de la Smart démarre en Lorraine le 20 décembre 1994. La décision d'implanter l'entreprise Micro-Compact Car sur l'Europol de Sarreguemines-Hambach est annoncée. Ich glaube, die ganze Gegend ist glücklich. Das ist ein sehr großer Erfolg für diese Gegend von Sarreguemines. Une décision historique accueillie comme une véritable bouffée d'oxygène pour toute la région. On parle alors de Swatch Mobile. Les travaux de recherche et de développement sont menés à Renningen, en Allemagne. J'ai vu quelque part la Smart naître, le véhicule, naître l'usine. J'ai participé aussi au recrutement de tous les salariés. Donc c'est une aventure extraordinaire. L'aménagement du site est un travail de titan. De juin à décembre 1995, 1 million de mètres cubes de terre sera déplacé pour réaliser le terrassement. Le permis de construire est délivré le 11 octobre 1995. La première pierre sera posée 3 jours plus tard, le 14 octobre, par Édouard Balladur, alors Premier ministre, en présence de plus de 6000 visiteurs et personnalités politiques et institutionnelles. Il n'aura pas fallu plus de 18 mois pour que le plus vaste chantier de France de 70 hectares soit transformé en un complexe industriel moderne désigné par Smartville. Dès avril 1996 débute la phase de recrutement. Fin 1999, 2000 personnes travailleront à Smartville. La Smart me faisait rêver. C'est une très très belle usine. Je suis vraiment très content de travailler ici, de faire partie de l'histoire de Smart. Donc je suis toujours encore sur ce petit nuage. La Smart est le fruit de l'alliance de la haute technologie automobile représentée par Daimler-Benz et de la précision de la société suisse de microélectronique et d'horlogerie. Smart est un concept global novateur, y compris dans l'architecture de l'usine. Pour la première fois dans l'histoire de l'industrie automobile, la forme essentielle de l'usine de montage représente le signe plus. Un plus autour duquel viennent s'implanter les usines des partenaires de système. À l'écart du plus, le centre de communication, qui sera opérationnel fin 1997, fera découvrir au public le monde et la culture Smart. Un plus pour toute une région. Le 27 octobre 1997, le président Jacques Chirac et le chancelier Helmut Kohl, côte à côte, inaugurent cette usine du XXIe siècle et grande réalisation européenne en présence de nombreux invités et partenaires internationaux. Les articles de presse, les informations télévisées se font l'écho de l'enthousiasme populaire suscité par cet événement. Pour moi, c'est vraiment une grande entreprise. J'ai travaillé dans d'autres groupes, mais c'est vraiment une entreprise jeune, dynamique, motivée, et surtout avec des voitures vraiment qui donnent envie, quoi. Comme le dit Annette Winkler, c'est vraiment, on est fait pour révolutionner le monde automobile. Et ça, je le vis vraiment au quotidien avec ça. Les gens ne peuvent pas rester indifférents à une Smart. La réalité Smart sera tangible dès juillet 1998. La nouvelle usine livre les premières Smart City coupées qui sont commercialisées et vendues dans les centres Smart. Smart étant l'acronyme de Swatch Mercedes Art.
Le 20 septembre 1998, 100 000 personnes se déplaceront pour les journées portes ouvertes. C'est une très grande fierté d'avoir justement participé du prototype au lancement de la Smart. Et à chaque fois qu'il y a un lancement, on est toujours fiers de voir ces nouvelles voitures rouler sur les routes françaises et mondiales même. Les 1500 coéquipiers du site ont ainsi fabriqué plus d'1,6 million de Smart Fortwo à Smartville, vendus dans le monde entier. Je suis impressionné, quoi. C'est vraiment, c'est bien. Et quand on voit une Smart, je me dis toujours, ben voilà, c'est moi qui l'ai fabriqué. Directement ou indirectement, voilà, c'est formidable. Mais les pionniers, quoi, voilà. La dernière marque créée a prouvé tout au long de ces années toute la confiance placée en elle. La Smart, une petite voiture, une grande idée et une histoire qui continue de s'écrire. C'est vraiment une satisfaction personnelle et un grand privilège d'avoir réussi à contribuer à mettre une si belle voiture sur le marché et de pouvoir la suivre encore, j'espère, très longtemps. Ça a été une grande joie de pouvoir travailler à l'époque avec Hubert Roth, qui était vraiment, je dirais, la personne la plus importante de ce projet et qui finalement aujourd'hui est peut-être le grand absent. L'instant où vous avez eu la décision, c'était où? C'était quoi? Vous étiez en train de faire quoi? Ah ben, ce jour-là, on était devant le télécopieur parce qu'on savait que la décision devait intervenir aux environs de 11 h. Le conseil d'administration de Mercedes s'étant réuni à cette heure-là. Et bien sûr, ça a été un grand soulagement lorsque, effectivement, on a vu apparaître le message comme quoi le site d'Armar avait été retenu. Monsieur Roth, 20 ans après, c'est vous qui êtes à la tête de la communauté d'agglomération. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette cérémonie des 20 ans de l'implantation de Smart à Ambach? C'est un superbe événement. Je crois que c'est tout simplement je dirais la façon de démontrer que notre vision à l'époque était la bonne. Je crois qu'il y a 20 ans, quand l'annonce a été faite, c'était le grand bonheur, c'était le résultat de plusieurs mois de travail, même si on doutait. On doutait, enfin pas nous, mais autour de nous, les gens ne savaient pas trop si ce concept qui était tout à fait particulier allait tenir, allait durer. Et puis voilà, mais on se rend compte aujourd'hui, 20 ans après, la voiture a tenu. Je crois qu'elle avait peut-être un peu d'avance au niveau du concept il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle s'intègre parfaitement dans la demande. Donc c'est formidable. Je crois que sur cette durée, on a fait travailler beaucoup de monde et j'espère que ça continuera encore très longtemps. En 1994, Monsieur Leroy, vous étiez le président du Conseil général. 20 ans après, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être là aujourd'hui? Un souvenir humain. Parce qu'au départ, vraiment, c'était une question d'homme. La première équipe MCC, c'était Hayek, c'était Daimler, mais c'était des hommes qui croyaient à un projet un peu romantique. Et puis ça c'est devenu de plus en plus sérieux. Il y avait la foi d'Hubert Roth, le président du district, que j'appuyais complètement, puisque le projet, on l'avait un peu apprivoisé ici grâce à nos agents en Allemagne. On était très en avance sur le coup. C'est donc une affaire humaine, de confiance mutuelle. Ça a pris 2 ans pour se formaliser. On était en compétition, d'abord avec l'Allemagne, ensuite avec des sites français. Quelquefois, on se sentait bien tout seul, les Mosellans, pour défendre notre projet. Et puis le grand jour est arrivé. 20 ans après, Monsieur Masseret, qu'est-ce que ça représente pour vous de célébrer aujourd'hui cette décision? C'est un succès d'un investissement qui a 20 ans. C'est une 3e génération de produits Smart. C'est une usine du futur qui s'est construite ici. C'est un écosystème sur une filière automobile qui est importante pour la Lorraine. C'est une question d'attractivité, c'est une question d'emploi. C'est une question tout simplement que la Lorraine prend sa place aussi dans l'économie automobile du XXIe siècle. C'est tout ça ce qui est signifié aujourd'hui par ce 20e anniversaire.
Wie wichtig ist es für Sie, diese 20 Jahre zu feiern? Also ich kann es erstens kaum glauben, dass es schon 20 Jahre her ist, weil es ist so frisch im Kopf noch. J'ai du mal à croire que 20 ans se sont écoulés. Tout est tellement récent dans ma tête. Je me réjouis avant tout de constater que les caractéristiques initiales de la voiture sont conservées dans la 3e génération. C'est un développement logique et ce qui est formidable, c'est que la population est aujourd'hui mûre pour cette voiture, alors qu'il y a 20 ans, on était un peu avant-gardiste. Pour cela, je suis heureux de voir que la production dépasse les 1,6 million de Smart et c'est un immense plaisir pour moi d'être là. J'étais le premier responsable du projet. J'ai créé cette voiture avec tout son concept. J'ai dirigé le début de la production et le développement. Notre démarche était novatrice. Nous avons combiné production, développement et design. Et c'est là la raison du succès. Et j'ai dirigé l'ensemble. Nous avons ainsi atteint un concept de production modulaire avec une qualité que personne dans le monde n'a atteint. Umsetzen in der Qualität, wie es weltweit noch nie wieder erreicht worden ist. À quel point est-ce important pour vous de célébrer aujourd'hui ces 20 ans? Parce qu'on a, je crois, écrit ici une grande histoire d'une voiture absolument visionnaire au début et maintenant avec un très grand succès parce que le monde a besoin d'une voiture pour les grandes métropoles et les grandes villes. Quel est l'avenir de Smart? L'avenir de Smart, c'est que exactement le développement du monde continue dans le sens qu'il y aura encore plus de métropoles, encore plus de personnes qui vivront dans les grandes zones urbaines. Et il nous faut une voiture pour ça. Alors on sent partout que beaucoup plus de personnes demandent une Smart. Aujourd'hui, on parle beaucoup du passé parce qu'on parle de ce 20e anniversaire très important, la décision de l'implantation de Smart ici. Mais qu'en est-il de l'avenir? Quelle est la vision que vous avez de l'avenir de Smart? L'avenir Smart, c'est ça, l'avenir de la Smart. Donc, le nouveau modèle 3e génération qu'on va lancer maintenant, donc monter en volume, faire des variantes. Donc, il y aura aussi une version cabriolet qui va sortir dans les années à venir. Donc je pense qu'avec ces deux voitures, on a une belle base pour l'avenir de Smartville. Voilà pour le retour en arrière sur cette aventure extraordinaire. Qu'est-ce que ça vous évoque chacun de voir ces images? Peut-être vous, Michael Weber? Je retiens un peu ce que disait Philippe Leroy parce que je pense que c'était d'abord une aventure humaine et une aventure romantique en effet. Bon, moi je me souviens de quelques-uns de ces moments forts, des discussions qu'on a eues, des décisions qu'on a prises au sein du comité d'agglomération pour soutenir la présence de Smart à Ambach. Donc oui, c'est tout ça, c'est vraiment cet élément-là, c'est que dans un projet industriel, il y a certes tout le concept industriel, économique, mais il y a surtout aussi des femmes et des hommes qui le permettent et qui s'investissent pour la réussite de ces projets-là et on en a besoin. Je crois que vous avez entièrement raison. Sans les gens, sans les hommes, sans l'esprit d'équipe, on n'arrive pas à ces résultats. Et ça, c'est important aussi. Voilà. Il n'y a pas que le produit, mais aussi tous les coéquipiers derrière qui travaillent et qui font que ça marche, quoi. Bon, en tout cas, on espère que ces changements auront les mêmes effets dans quelques années. On fera peut-être à l'occasion un film pour refaire une petite rétrospective sur ces changements-là. Je le souhaite. En tout cas, on voit que Smart a toujours eu un esprit pionnier. Alors, il faut garder cet esprit. Et... Voilà, l'esprit est resté le même. Resté le même et ça, c'est important. Alors, on résume clairement cette annonce importante qui est tombée en début de semaine. Smart a désormais 3 nouvelles activités, ce qui au final permet une pérennisation du site, une pérennisation des emplois, la redynamisation du secteur aussi, peut-être même de l'emploi sur le secteur. Donc on verra ça en tout cas dans les prochains mois et puis on vous le souhaite. Et, merci en tout cas d'être venu sur notre plateau et puis on vous souhaite bonne chance. Merci. D'autres changements à plus petite échelle sans doute s'opèrent sur le secteur, à commencer par le centre nautique. C'est un tout nouveau plancher mobile qui est en train d'être installé en ce moment même dans le bassin sportif et Thomas Drouin et Guillaume Dumonteil nous en disent plus. Voir des bassins vides au centre nautique à cette période, ce n'est rien d'inhabituel. Chaque année, 2 semaines de septembre sont consacrées à la vidange des 10 bassins.
Du côté du bassin sportif, toutefois, les travaux concernent un peu plus qu'un simple entretien des surfaces. Le plancher mobile est tombé en panne brutalement au cours de l'année, amputant le centre nautique de nombreuses possibilités d'activité. La décision a donc été prise de le remplacer. Le nouveau plancher sera d'une technologie tout autre que l'ancien. Le système est totalement différent. Autant le plancher à l'époque, qui était déjà novateur tout de même, fonctionnait sur des cisailles, alors que là, c'est un plancher qui fonctionne donc par un système de virin et qui fonctionne en flottaison. C'est-à-dire qu'on peut le régler vraiment de façon bien plus simple. Et il y a aussi la qualité de l'eau qui s'en trouve renforcée parce qu'il n'y a pas toutes ces cisailles qui sont dans l'eau et qui posent toujours problème pour le nettoyage. Voilà. Ce remplacement a naturellement un coût, 296 000 € hors taxe. Il était initialement inclus dans le grand projet de réhabilitation du centre nautique en cours de réflexion, mais il a été décidé de ne pas attendre aussi longtemps. La mise en eau du bassin devrait se faire ce week-end avant que des plongeurs viennent effectuer des derniers réglages sur le plancher. À la réouverture, des activités comme l'aquabike ou l'aquagym pourront donc de nouveau être proposées dans ce bassin. Et à Wölflin aussi, ça bouge. La mairie est en train d'être rénovée. Et l'étape la plus spectaculaire dans ces travaux, c'était la descente de la cloche qui se trouvait sur la mairie. Une fois en bas, elle subira un petit lifting. Reportage de Marie-Laurence et Guillaume Dumonteil. Non, aucun stress particulier. C'est simplement de la manutention avec un peu plus de monde que d'habitude autour de nous. Avec cet entrepreneur optimiste et serein, la cloche de Wölflin est entre de bonnes mains. Il n'empêche, il ne faudrait pas se rater, d'autant que de nombreuses paires d'yeux sont là pour assister à l'événement. Cela fait 140 ans que l'ancien maire Jean Bec a fait installer cette cloche en haut de la mairie. Aujourd'hui, à l'occasion des travaux de rénovation du bâtiment communal, elle va être déposée au sol. L'occasion de voir de près et à la lumière du jour cet élément du patrimoine de la commune. Jusqu'à la fin des travaux prévus l'an prochain, elle restera sur le plancher des vaches. Les habitants pourront prochainement l'approcher et fêter son anniversaire. À la fin des travaux de rénovation et d'extension de la mairie, elle sera remontée et valorisée. On souhaiterait que demain, après la rénovation, elle puisse être utilisée quotidiennement, à midi par exemple, peut-être aussi pour marquer des événements, des inaugurations, des événements malheureux, des événements heureux. Tels que les naissances, les mariages ou les décès. Vous n'avez donc pas fini de l'entendre. Alors, Michael Weber, expliquez-nous déjà pourquoi est-ce qu'une cloche a été installée sur la mairie ? Alors, cette cloche, elle a 140 ans, puisqu'elle date de 1877. Et c'est un ancien maire, effectivement, Jean Bec, qui avait souhaité, je pense, installer cette cloche parce qu'elle avait un rôle finalement d'alerte. C'était ça le sens. Et je rappelle que Wölflin n'a pas d'église, donc n'avait pas de clocher. Et donc, c'était aussi pour alerter en cas de catastrophe, un feu, une autre catastrophe naturelle. Et effectivement, elle n'a jamais trop été utilisée, on le remarque, parce qu'elle n'est pas usée. On pense qu'elle a peut-être été déplacée pendant le conflit mondial. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu de cloches qui sont si anciennes, puisque la plupart ont été fondues pendant les deux conflits mondiaux. Donc celle-là, ce n'est pas le cas. Elle a sans doute été déplacée, on voit quelques marques, mais en tout cas, elle n'a pas beaucoup sonné. Et notre volonté, après l'avoir rénovée et avoir fait les travaux à la mairie, c'est justement de la remettre en activité, un petit peu quand même, mais pour qu'elle ait une vraie utilité. Elle retrouvera sa place originelle sur le toit. Alors expliquez-nous un petit peu ces travaux de la mairie, pourquoi est-ce qu'ils étaient nécessaires ? Alors c'est toujours compliqué comme sujet de faire des travaux pour la mairie. Ça fait longtemps qu'on avait conscience que la mairie de Wölflin était très délabrée. Elle n'a pas subi de travaux depuis très longtemps. C'est un bâtiment qui date de 1825. On a souhaité pendant les différents mandats précédents d'abord se concentrer sur la voirie et sur d'autres priorités, l'assainissement à apporter à la population, mais aussi les services que l'on souhaitait leur apporter. Aujourd'hui, elle montrait des signes de fatigue tels que ça devenait dangereux. Et donc on a depuis 2010 quand même déjà réfléchi à l'avenir de cette mairie. Est-ce qu'on la laisse ici, est-ce qu'on la met ailleurs? Il y a eu, je le rappelle aussi l'an dernier, une consultation avec la commune de Visuela pour proposer même une commune nouvelle, ce qui n'a pas été souhaité par une partie de la population. Donc là, on avait pris un engagement en 2014 que de la rénover, le cas échéant, qui est aujourd'hui lancé et qui prendra 2 ans de travaux. Et alors justement, ces travaux-là, ils vont se dérouler en 2 phases. Il va y avoir l'extérieur avec donc la cloche, on l'a vu, la charpente
Et il y aura aussi l'intérieur. Donc qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de la mairie? Alors il y aura l'intérieur du bâtiment qui va être totalement remodelé et puis il y a un petit appendice qui va être rajouté. Elle servira à quoi? Donc ça sera, enfin, l'ensemble servira vraiment à apporter du service au public, mais surtout l'appendice permettra d'accéder de plein pied pour des questions d'accessibilité puisqu'il y a des marches devant et on n'avait pas de solution idéale. Donc un peu plus de confort pour le personnel et puis surtout on va rapatrier l'agence postale communale à la mairie, ce qui permettra de mutualiser, si vous voulez, les fonctions des personnels et d'apporter un meilleur service avec moins d'heures de fermeture de la poste et de la mairie et aussi, je crois, des meilleures conditions, peut-être même pour les associations, puisqu'on aura un peu plus de place. Alors, vous l'avez dit, les travaux vont durer 2 ans, à peu près 18 mois aux alentours dans ces eaux-là. En attendant, vous avez déménagé. Comment, là, vous vous organisez dans cette période de travaux? Alors c'est un peu compliqué parce que les locaux qu'on a actuellement qui se trouvent donc au rez-de-jardin du foyer socio-éducatif au niveau du terrain de foot sont certes, je dirais, presque meilleurs que ce qu'on avait avant, mais en termes de confidentialité, c'est parfois un peu compliqué quand même puisqu'on a dans un même espace à la fois la secrétaire de mairie, les élus et les réunions, donc c'est un petit peu compliqué. Mais ceci étant, le service là-bas rendu reste le même et la population, bien sûr, peut être accueillie dans ces locaux. Mais il faut savoir aussi que de plus en plus, le mode d'utilisation des services publics de la part de nos habitants a changé. On est de plus en plus sollicité par Internet, par des mails, etc. Donc la présence physique, elle est peut-être moins importante que par le passé. D'ailleurs, ça pose aussi un problème de contact avec la population auquel on doit s'interroger à l'avenir. En tout cas, voilà, c'est une petite période de transition pour la mairie. Michael Weber, on se retrouve dans un instant. On va évoquer un autre projet. Il s'agit des éoliennes qui ont été implantées dans votre commune déjà il y a 5 ans. On marque d'abord une courte pause. Vous l'attendiez tous, la saison culturelle de la ville de Sarreguemines vous propose un large choix de spectacles, opéras, comédies musicales, chansons, théâtre et humour. De jeunes talents partageront la scène avec des artistes reconnus. Francis Huster, Hugo Frey, Franck Ferrand, François-Xavier de Maison, Gilles Caplan, Gauvin Serre, Pascal Légitimus et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement en mairie à partir du 12 septembre. Alors l'un des fous dit à l'autre, tiens, voilà la table te pique. Tu peux répéter la fin? C'est quand même bien, hein, c'est chouette de tout entendre, hein, Jackie? Et c'est à moi là. La passion de l'audition, ça se partage. Festivité, une équipe au service de la fête. Festivité, festivité, des idées toutes faites. Match à domicile samedi, le SFC reçoit le Épernay RC sur la pelouse du stade de la Blise. Coup d'envoi à 18h en direct sur Mosaïque avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Vous avez pu suivre depuis le début de la semaine notre saga consacrée aux éoliennes de Wölflin. Eh bien hier, Sandrine a voulu connaître votre avis sur cette production d'énergie. On regarde la question du jour. Les éoliennes de Wölflin font maintenant partie intégrante du paysage et représentent une production d'énergie plus respectueuse de l'environnement que celle du nucléaire. Sur Mosaïque, on aimerait savoir ce que vous pensez de ces nouvelles productions d'énergie et comment vous imaginez l'avenir à ce sujet. On fera le tour de vos réponses sur le plateau. Alors Sandrine, dis-nous, qu'est-ce qu'on a eu comme retour de nos internautes? Eh bien, c'était plutôt mitigé quand même, mais au final, on va vraiment parler des éoliennes en général, pas forcément des éoliennes de Wölflin. Il y a Kinette qui nous dit « Je préfère les éoliennes à une grosse centrale nucléaire, c'est toujours un petit plus pour préserver notre pauvre planète. » Laurent est plutôt pour aussi, il nous dit que suivant les régions, il y a peut-être d'autres alternatives, mais pour chez nous, c'est bien. Et après, il y a ceux qui sont vraiment contre et qui, à mon avis, ne changeront même pas d'avis. Mais par contre, ça reste plutôt du côté plus esthétique que pratique. Il y a Alain qui nous écrit « Des verrues, quelle horreur !» Et Laurent trouve que les éoliennes dénaturent le paysage. Il existe d'autres solutions plus discrètes, exploitons-les. Alors c'est une réaction qui a entraîné 2 réponses. D'abord celle de Francis qui lui demande quelles sont ces autres solutions, et celle de Laurent qui lui dit que les paysages sont de toute manière déjà dénaturés par toutes ces grandes villes, et c'est sûr, ce n'est pas top, mais c'est moins horrible qu'une centrale.
Oui, d'accord. Donc voilà, des avis mitigés. Vous, Michael Weber, au moment où vous avez lancé ce projet éolien, l'implantation d'éoliennes sur votre commune, comment ça a été accueilli ? Ces réactions sont tout à fait justes. Je crois qu'on ne peut pas contester le fait que dans un paysage protégé, enfin en tout cas auquel on est habitué, voir des éoliennes, c'est pas un impact neutre. Donc nous, on avait à l'époque discuté avec la population, on avait emmené les associations, les personnes qui étaient concernées voir un champ éolien en Allemagne, et les gens considéraient que le rapport entre l'impact que ça pouvait avoir, mais aussi, il faut le dire, les recettes que cela pouvait apporter et la question environnementale méritait à ce qu'on se penche sur ce sujet et qu'on se lance dans ce projet. Et ça s'est plutôt bien passé. Et comme c'était une mutation technologique jamais vue sur le secteur, il y avait peut-être aussi des inconnus qui faisaient peur aux habitants Oui, c'est-à-dire que les questions qui sont liées à la fois au paysage, à l'effet stroboscopique, c'est-à-dire l'effet des ombres, et au bruit, sont des sujets qui sont tout à fait légitimes. Et de fait, on ne peut pas nier que sur un certain nombre de jours dans une année, on entend les éoliennes dans le village. C'est un fait. Mais en même temps, je crois que la question et les questions et les réactions, elles sont justes. C'est-à-dire, on est comme dans un monde où on a besoin de plus en plus d'énergie. Tout à l'heure, à ma place, on parlait des smart électriques qui vont venir et les voitures électriques qui vont se multiplier. On ne souhaite plus, parce qu'il y a trop de dangers, développer les centrales nucléaires. Donc, quelles sont les alternatives? On ne veut pas construire des centrales à charbon. On a vu les discussions qu'il y avait sur les centrales à gaz dans ce secteur quand on parlait du projet Ambrégy. Donc je crois qu'il n'y a pas d'alternative. On attend tous cette révolution industrielle qui viendra où on pourra stocker de l'énergie, mais on n'y est pas encore. Et donc tant qu'on n'y est pas, il faut qu'on combine les différents modes de production et l'éolien en est un. Et vous avez quand même été précurseur sur le secteur en lançant ce projet-là. Ça a été compliqué de le mettre en œuvre en termes de financement, de chantier Ça a été très compliqué parce qu'on avait posé un certain nombre d'exigences. La première, c'était que l'ensemble des éoliennes soient installées sur des terrains publics. Donc en particulier communaux ou avec la commune de Visuelaire voisine. La deuxième, c'était qu'on souhaitait que l'entreprise qui soit retenue, enfin en tout cas qui s'investisse sur ce projet, soit la même de la conception jusqu'à la production, ce qui n'est jamais le cas. C'est-à-dire que dans le système classique éolien aujourd'hui, vous avez une entreprise qui va définir un site, une autre qui va installer les éoliennes et une troisième qui va l'exploiter. Là, on souhaitait que ça soit la même entreprise, ce qu'on a trouvé de fait, mais cette entreprise a été en difficulté et puis donc du coup le projet était en sommeil pendant 2 ans. Et donc il a fallu rechercher, et là c'est plutôt la commune qui s'est un peu démenée pour rechercher un autre industriel qui était prêt à développer le projet. Vous n'avez pas lâché l'affaire, vous avez voulu continuer à instaurer ce projet-là sur votre commune? Non, parce que si l'on se remet dans le contexte de l'époque, dans les années 2000, avant 2008, eh bien il y avait un engagement et aussi de recettes. Et donc quelque part la population nous reprochait d'avoir pris cet engagement en termes de recettes et qu'il ne soit pas honoré. Donc il était de notre ressort de faire le maximum pour qu'on puisse trouver une entreprise, un investisseur qui l'assume. On va en reparler tout à l'heure. Alors cette semaine, on a présenté plusieurs reportages avec des images inédites de notamment l'intérieur d'une éolienne. Et là, Sandrine, ça a fait aussi réagir les internautes. Oui, tout à fait. Alors il y a Kinette qui nous dit les éoliennes de Velflin ne me dérangent pas, si ça peut vous rassurer. Romain nous dit que c'est un très beau reportage. Merci Romain. Et il ajoute je voudrais bien aussi moi y monter. Alors c'est vrai que nos images donnent vraiment envie parce qu'on en verra encore d'autres tout à l'heure. Ursule nous dit aussi que c'est un super reportage à méditer. Et pour la majeure partie des réactions, ce qui ressort, c'est qu'il y a déjà plusieurs personnes qui invitent des amis à eux à venir voir ce reportage, justement, peut-être pour changer d'avis sur le sujet. Il a été partagé plus de 60 fois. Il a fait pas loin de 5000 vues déjà, alors qu'il a été publié qu'hier. Donc on peut vraiment dire que les éoliennes de Velflin intéressent ou du moins intriguent les gens, mais de manière plutôt positive. Voilà. Oui, c'est normal. Je crois que quand on a une vue à la fois à l'intérieur et d'en haut, ça change un peu la donne. Et je crois que Jean a eu une chance énorme, et aussi tous les téléspectateurs que vous avez, puisque moi-même, je n'ai jamais pu monter jusqu'en haut, donc je n'ai jamais eu cette chance. Je ne l'ai jamais demandé non plus, parce que je crois que c'est un projet industriel, il faut le respecter. L'essentiel, c'est aussi la production d'énergie, je le rappelle. Mais en tout cas, je pense que c'est effectivement à méditer, c'est-à-dire à la fois la vision qu'on peut en avoir quand on est dedans, quelque part, de ce que ça apporte, et aussi la vision que l'on peut avoir a priori. Bon, en tout cas, on va rattraper le fait que vous ne soyez jamais monté tout en haut d'une éolienne, parce qu'aujourd'hui, on vous présente notre dernier reportage. Cette fois, on l'a dit, on est tout en haut de l'éolienne, et vous allez le voir, les images donnent carrément le vertige. Voilà. Ah ouais, effectivement, là, il faut absolument s'arnacher tout de suite. Quoi. Voilà, restez là. Ouais. Passez-moi d'abord le crochet, là.
et vous pouvez monter. Donc ici, nous nous trouvons auprès du mât météo, ce qu'on appelle le mât météo, qui dispose de 2 anémomètres, une girouette qui prend la direction du vent et ces informations-là permettent de piloter la machine pour la tourner dans la bonne direction et faire en sorte qu'elle produise le maximum avec le vent disponible. Vous savez, les pales peuvent s'orienter pour se mettre dans le vent. Là, les pales sont complètement mises hors du vent et pour démarrer la machine, la pale se tourne de 90 degrés dans le vent et après la machine commence à tourner. Et donc, les moteurs qui tournent les pales se trouvent au milieu de ce qu'on appelle le moyeu et donc on peut bloquer le moyeu pour pouvoir accéder et faire des travaux de maintenance là-dedans. À l'époque où elles ont été construites, c'était des machines grandes, mais depuis, dans les 5 années qui se sont passées depuis, la taille des éoliennes a beaucoup augmenté. Le parc éolien de Wölflin comprend 5 machines de 2 MW et nous produisons de l'ordre de 20 millions de kilowattheures par an. Et c'est assez d'électricité pour 5000 foyers moyens en électricité. Alors Michael Weber, aujourd'hui, on a entendu une partie du bilan 5 ans après. En termes de production d'énergie, il répond aux attentes qui étaient fixées il y a 5 ans ? Alors, la technologie était-elle il y a 5 ans et le projet étant innovant? Peut-être pas tout à fait. On est à peu près à 15% en dessous de ce qui avait été prévu à l'époque. C'est pas très signifiant parce que ça veut dire que simplement l'amortissement, il faudra un peu plus de temps, mais c'est tout à fait supportable par l'entreprise. Mais sinon, oui, effectivement, pour ce qui est de la production elle-même, je crois que c'est important. Le chiffre qui a été donné, 5000 foyers, ça veut dire que ça produit de l'énergie pour beaucoup plus que la commune de Wölflin, par exemple. Et ça veut dire aussi, je pense que c'est intéressant que l'ensemble des collectivités, enfin aussi petites soient-elles, peuvent réfléchir à un mode de production. Dans le projet en question, nous avions à l'époque des mesures compensatoires que nous avons réinvesties pour l'installation de panneaux photovoltaïques. Donc c'est-à-dire qu'on a multiplié, combiné les modes de production d'énergie. Et je pense que en tout cas, chacun doit s'interroger sur sa participation à ce sujet. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, Wölflin est une commune autonome ? Oui, incontestablement oui, puisque vous avez à peu près 200 foyers, on est à plus de 5000 foyers de production. Elles ne produisent pas en permanence, mais si l'on prend en cumul sur l'année le nombre de jours de production, même à faible production, et en mettant en rapport avec l'énergie nécessaire sur Wölflin, on est largement excédentaire en termes de production d'énergie. Et alors, au niveau financier, il y a des bénéfices qui sont dégagés, qui arrivent dans la poche de la commune, dans la poche d'un prestataire. Comment ça fonctionne? Alors bien sûr, il y a le coût d'achat de l'énergie, ça c'est l'entreprise qui en bénéficie. Et puis, il y a ce dont bénéficient les collectivités. Donc nous, on a un bénéfice qui est lié à la location des terrains, à des taxes, notamment des taxes foncières, à un certain nombre d'autres recettes. Et puis, là où aujourd'hui, il y a un sujet qui pour nous est un peu plus, on dira, contesté, c'est que actuellement, si vous voulez, il y a différentes règles en termes de taxation, et notamment l'IFER qui a remplacé la taxe professionnelle est versée dans certains secteurs totalement aux communes, voire en dotation de compensation, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Et pour des différends à la fois politiques et peut-être techniques avec la communauté d'agglomération, aujourd'hui, on n'a pas le reversement qu'on attend de la communauté d'agglomération, alors que l'ensemble des autres intercommunalités voisines, je pense à Forbach ou je pense aussi à l'Alsace-Bossu, reversent à peu près entre 20 et 30% à la commune qui accueille le site. Donc ça, c'est encore une discussion que l'on a. J'espère que notamment avec la venue de la nouvelle communauté de communes de l'Albe et des Lacs, qui accueille elle aussi un site éolien à Nélin, que cette discussion sera de nouveau sur la table et qu'à un moment donné, on pourra revenir sur cette décision qui, pour moi, je considérais un peu injuste. Alors au-delà de ces discussions-là, l'avenir de Wölflin et de ce projet, comment il va s'articuler? Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles éoliennes, un nouveau projet, ou au contraire il faut laisser le projet vivre? Comment vous l'envisagez? On avait à l'origine prévu 6 éoliennes. Donc une a été refusée dans le cadre du permis de construire. On a réexaminé les choses avec l'entreprise, donc Steag New Energies, et donc on a l'intention, effectivement, on réfléchit aujourd'hui à l'installation d'une 6e
deuxième éolienne, mais sous les mêmes contraintes qu'évoquées par le passé, c'est-à-dire que ça soit installé sur des terrains publics. Or aujourd'hui, l'implantation telle qu'elle est prévue n'est pas possible sur les terrains qui appartiennent à la commune, donc on est en discussion pour éventuellement peut-être faire des échanges de terrains. Donc ça reste tout à fait une perspective pour nous qui est intéressante et qui nous permet aussi de rediscuter un certain nombre d'éléments liés à ce projet existant déjà, enfin à cette ferme existante. Et puis je crois que finalement ça a été aussi, comment dirais-je, aujourd'hui Wölflin se repère dans le paysage grâce à ces éoliennes. Je crois que c'est, comme tous les villages, on ne sait pas toujours le situer, mais maintenant je crois que tout le monde du Pays de Bitche ou du Pays de Sarreguemines sait dire où est Wölflin, un peu grâce aux éoliennes, et que dans notre village où il y a beaucoup de marcheurs et de promeneurs et de randonneurs et de coureurs de tout genre et de tout poil, eh bien ils aiment se retrouver au niveau de cette éolienne parce que voilà, c'est un repère dans le paysage. Et en plus, le matin quand on se lève, on regarde l'orientation des éoliennes et on voit tout de suite le temps que l'on nous prévoit dans la journée. On ne regarde plus la mosaïque, je suis désolé pour Sandrine, mais on regarde les éoliennes. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un élément, ce sont toutes ces petites choses du quotidien qui manifestement quand même ont changé. Donc les habitants vivent en totale cohabitation avec les éoliennes, ça pose aucun souci, mis à part peut-être quelques nuisances et quelques questions. Il faut le dire, aussi, on ne peut pas dire que c'est unanimement partagé, mais il y a des moments, effectivement, selon l'orientation du vent, on sait maintenant précisément selon quelle orientation du vent, et notamment du vent venant du sud-ouest, où on ressent peut-être plus, on entend peut-être plus le bruit. Mais certains nous en font part, c'est normal. Mais encore une fois, je rappelle que chacun doit s'interroger sur son comportement. On ne peut pas consommer plus d'énergie comme on le fait tous et toutes aujourd'hui, et puis ne pas accepter que quelque part cette énergie soit produite. Or, on ne va jamais demander à quelqu'un de supprimer une télé ou de supprimer un réfrigérateur, un congélateur, mais au contraire, l'augmentation de la demande est forte. Les véhicules électriques vont être étendus, le gouvernement a annoncé qu'il veut du tout électrique dans quelques années, donc tout ça, ça va nous impacter. Bon, en tout cas, si on prend un peu de recul sur les 5 ans, on peut dire que c'était une mutation technologique réussie, qui a eu un bel impact. Quelques réticences, mais ça c'est un peu normal dans chacun des projets. Voilà, on a des gens qui sont réticents. Mais en tout cas, on suivra peut-être la suite du projet de près. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Et puis maintenant, Sandrine, on te retrouve pour les sorties du week-end. Et pas des moindres, parce que ce week-end, c'est les journées du patrimoine. Du coup, il va se passer beaucoup de choses sur le secteur. C'est ça. Alors, je vous préviens tout de suite, j'arriverai pas à faire le tour de tout ce qui vous est proposé dans le secteur, mais j'en ai relevé quelques-uns pour vous. Alors, j'ai fait le tour des musées et des sites historiques qui sont les premiers concernés par ces journées. L'idée, c'est d'accueillir le public, la plupart du temps gratuitement ou au moins à des tarifs préférentiels. Et dans le secteur, j'ai relevé la cristallerie de Saint-Louis, le blocos de Vitrin, la citadelle de Bitche, le parc archéologique de Bliesbruck, le fort Cassot de Rohrbach, le musée de la douane de Abkirchen, les digues de l'étang de Host, le musée des Amis du Pays de l'Albe des Lacs et les différents musées de Sarreguemines. Oui, c'est déjà pas mal, mais en plus de ça, il y a des circuits découvertes qui sont mis en place pour l'occasion et ça se passe notamment dans certains villages. Oui, alors j'en ai aussi relevé quelques-uns. Il y aura des visites à Wieswiller, à Villeferdin, à Zétain, à Neufgrange, à Großbliederstroff ou encore dans la forêt ou dans le parc municipal de Sarreguemines. Et le dernier point des journées du patrimoine, ce sont les portes ouvertes. Oui, et rien que sur Sarreguemines, vous pouvez déjà en trouver plusieurs au château Hutschneider, au château de la Casque, avec en parallèle la traditionnelle bourse aux plantes, mais aussi à la caserne des pompiers qui en profitera certainement pour relancer son appel aux bénévoles, au centre socio-culturel, au centre équestre Sarreguemines Jump et pour la toute première fois cette année, ici à Mosaïque. Alors dis-nous, ne nous fais pas patienter, qu'est-ce qui va se passer pour notre première participation à ces journées. Alors, le public sera accueilli gratuitement samedi de 9h à midi pour découvrir l'envers du décor, nos bureaux, notre régie, notre plateau et pourquoi pas s'essayer à la présentation en lisant notre prompteur ou même en s'asseyant à ta place. Ah bah oui, pourquoi pas, je la laisse, pas de souci. Bon, évidemment, je ne peux pas citer tous les événements liés aux journées du patrimoine, mais est-ce qu'on peut les retrouver quelque part, une petite liste exhaustive quand même des événements? Bien sûr. Alors, pour toutes celles qui concernent le secteur, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Office du tourisme qui est très complet et en même temps vous pourrez réserver vos places ou vos visites. Et si vous cherchez des sorties à faire dans un secteur un peu plus large, il y a un site internet qui est dédié justement à ces journées du patrimoine avec tous les événements et tous les lieux qui seront répertoriés sur une carte interactive. Super. Et tu nous proposes aussi quelques sorties qui ne font pas partie des journées du patrimoine et notamment la fête des Cochodailles. Oui, c'est ça. Alors elle est plus connue sous le nom de Schlage
Fest. Alors je suis très nulle en patois, mais je l'ai tenté quand même. Alors ça se passe à Rimelin tout le week-end. Comme son nom l'indique, c'est une fête qui tourne autour du cochon. Vous allez bien sûr pouvoir en manger, mais il y a aussi des animations, de la déco et tout ça qui tourneront autour de ce thème avec une exposition de tracteurs anciens aussi. Enfin bref, tous les ingrédients pour faire une fête à la campagnarde. Super. Et puis c'est la fin de la première saison du festival Les Étendards qui a commencé en mars dernier aussi. Oui, c'est ça. Alors c'est un festival qui a, je pense, bien rempli sa mission, qui était de proposer à un public rural des séances de cinéma en plein air ou en salle et couplé à des spectacles et des animations qui a duré du coup toute une période et qui a passé par l'été. Alors depuis mars, ils naviguent entre Puttelange, Rémerin et Olvin. Et pour terminer ce week-end, ils seront à Rémerin samedi à 21h pour une dernière séance de cinéma en plein air. Et à Puttelange dimanche à 17h pour un spectacle cirque 360 degrés à l'ombre de la compagnie Le Cirque du Désastre. Et puis tu réserves toujours des sorties pour les plus petits. Je sais que tu les as pas oubliées cette fois-ci. Alors aujourd'hui, on part direction de la place de la Grande Armée à Sarreguemines. Et oui, vous l'aurez deviné, c'est pour la fête foraine qui est de retour du 16 au 24 septembre. N'oubliez pas, comme toujours, le mercredi, c'est demi-tarif. Et alors, autre bon plan pour les enfants et les adultes, ce sont les activités du foyer culturel de Sarreguemines. Oui, alors c'est la reprise des activités de loisirs à partir du 18 septembre. Les inscriptions sont déjà ouvertes. N'hésitez pas à vous renseigner auprès du foyer culturel. Ils vous proposent aussi de découvrir les activités gratuitement pour les premières séances. Et puis on termine avec une autre journée portes ouvertes. Alors cette fois-ci, c'est au club de bridge de Sarreguemines ce samedi à 14h avec un tournoi d'intégration pour les débutants et les inscriptions se feront sur place. Super, merci Sandrine. On a un programme très très chargé pour ce week-end. Extrêmement chargé. Moi, j'ai pas encore fait mon choix. Moi non plus, je te rassure. Bon, maintenant on prend encore un peu de hauteur. On part maintenant dans le pays des lacs pour découvrir Saint-Jean-Rohrbach. Il s'agit de notre reportage L'Agglo vue du ciel. On regarde. Bienvenue à Saint-Jean-Rohrbach, commune de plus de 1000 habitants située à 19 km au sud-ouest de Sarreguemines. Nous sommes ici au cœur du pays des étangs. Une partie de l'étang de Diefenbach-les-Puttelanges se trouve sur le territoire de la commune. D'ailleurs, Rohrbach signifie « ruisseau au roseau ». C'est sans doute ainsi qu'était dénommé le ruisseau qui traverse le village et qui porte aujourd'hui le nom de Mühlgraben. Saint-Jean-Rohrbach et le hameau ruiné de Weiler qui lui était contigu appartenaient à la maison de Créange, puis au comte de Puttelange après 1687. L'un des grands personnages ayant vu le jour à Saint-Jean-Rohrbach est Jean-Baptiste Éblé. Né en 1757 à Saint-Jean-Rohrbach, il devient général de Napoléon et est le pontonnier de la Bérésina lors de la retraite de Russie. La plus petite des cloches de l'église Saint-Jean-Baptiste date de 1540. D'après la légende, les villageois lui prêtaient un pouvoir surnaturel. Ils la sonnaient à toute volée pour éloigner les orages du village. Tant et si bien que les villages voisins qui écopaient des orages firent intervenir les gendarmes pour la faire taire par temps orageux. À Saint-Jean-Rohrbach, on est très actif. 14 associations et une trentaine d'entreprises, auto-entreprises et commerces sont recensés dans le village. Et pour les habitants, 2 terrains de jeux multisports, des aires de jeux pour les enfants, des zones de pêche à l'étang et une piste cyclable reliant Puttelange au lac et pouvant vous emmener bien plus loin encore. Sur le territoire communal, on a su conserver arbres, arbustes et autres haies, préservant ainsi le paysage local tel qu'il existe depuis des décennies et ainsi le cadre de vie des habitants. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci d'y avoir contribué et puis merci à vous de l'avoir suivi. Très belle journée à tous.